Donc c'est bon. Le premier document qu'on ait sur l'église d'Arc-la-Bataille est de 1024. En 1024, c'est un duc, Richard II, qui redonne le patronage de l'église à Saint-Vendry. Ça veut dire que l'église donc existait déjà avant. Ensuite, en 1450, c'est-à-dire sur la deuxième église existante, sur le même emplacement, on a un parchemin qui indique qu'il y avait une crypte dans l'église. Alors qu'est-ce qui est devenu cette crypte? Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce qu'elle a été bouchée? Ça, on n'en sait rien. Il y a une époque où on a changé un peu de dallage dans le chœur, où le curé avait retiré un petit peu, mais quand il est arrivé au squelette, parce que toute église on marche sur les squelettes, quand il n'a pas voulu profaner, et donc il n'a pas été plus avant dans sa recherche. Donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est de la crypte. On a en 1472 Charles le Téméraire, qui n'a pas pu gagner de ville importante dans le coin, se venge sur les villages, dont Arc-la-Bataille. Donc il incendie une grande partie des maisons, il incendie le manoir d'Archel, le bailliage et l'église. Bon, en 1400, d'où la rue des Bourguignons, si vous voulez l'explication de la rue des Bourguignons. Et quand il a détruit en gros l'église en 1472, il faut dire qu'elle était déjà pas en très bon état. Bon, c'est là qu'il a fait à la limite le moins de mal. Et donc cette église que l'on voit, c'est la troisième église sur le même emplacement. On verra qu'il y a des petites différences en faisant de l'église. C'est la troisième église qui a été refaite à partir, alors c'est pas dur à se souvenir, c'est de Marignan, disons, de 1515. Donc cette église-là a été refaite à partir de 1515. À peu près comme le manoir d'Archel, il n'y a que le bailliage qui avait été refait un petit peu avant. L'église, quand il a fallu la refaire, il y avait une sorte d'accord qui demandait aux paroissiens d'entretenir la nef ou de la reconstruire, le cas échéant. Et par contre, le transept et le chœur, c'était à la charge pour un tiers du curé, pour les 2 tiers de Saint-Vendry. Et c'est ce qui va caractériser vraiment cette église-là, c'est que les paroissiens qui n'étaient que 1000 à l'époque, qui sortaient de la guerre, des flammes et tout, n'avaient pas beaucoup de moyens, avaient vraiment très peu de moyens, et il a fallu qu'ils fassent la nef avec très peu de moyens, alors que le curé et l'abbaye de Saint-Vendry étaient richissimes. Donc ils ont fait chacun un truc de leur côté, c'est-à-dire les paroissiens à la nef, qu'on va voir la nef en bois, là, que vous avez vu tout à l'heure, mais dans les proportions qui correspondaient à leurs moyens. Et puis par contre, le transept et le chœur ont été faits avec des moyens énormes, ce qui fait qu'il a fallu relier quelque chose de très simple à quelque chose de très prétentieux. Hein. Ils avaient pensé dans le temps refaire plus tard la nef dans les mêmes proportions que le transept et le chœur. Ça n'a jamais été fait. Et donc on se retrouve avec une église un peu disproportionnée. Cette église-là, comme toutes les églises à la Révolution, on a détruit tout ce qui était en bois, les chaises, les statues, etc., pour en faire une usine de salpêtre. Et elle a été ouverte qu'en 1802. Et elle a été classée en 1862. Je veux dire, elle est faite comme une grande partie des monuments dans la région. La base est faite en grès qui vient de l'Ailly, de la gorge de l'Ailly. Le clocher que l'on voit là, c'est la partie la plus récente de l'église, parce que le clocher d'origine, sur le côté, transept, et lors de la bataille d'Arc le 21 septembre 1589, des boulets de canon se sont trouvés perdus un petit peu. L'église était sur la trajectoire entre où il y a la pyramide actuelle, c'est-à-dire vraiment le lieu de la bataille, et le château. Et le clocher a été détruit lors de cette bataille. Donc il a fallu reconstruire un clocher, et c'est pour ça qu'on a ce clocher qui n'était pas prévu en gros là. Hein. Donc le clocher, lui, a été commencé en 1616. 1628, on le voit
en haut de l'archivolte, là. Ouais. Et puis, plus haut encore, il est indiqué à un moment 1633. Voilà. Alors ce clocher-là a un sommet en H, un petit peu comme l'église d'Anvermeux, hein, c'est l'époque où on fait des clochers comme ça. En dessus, en 1750, on avait mis tout en haut une fleur de lys en plomb avec le fameux pot d'arc, parce que l'arc était très fier de son unité de mesure, et on a eu ça. Ensuite, le chien, on va retrouver une serrure de le chien. Le chien qui était forgeron, horloger, a fait la première pendule, enfin horloge, là. Et puis, en 1903 exactement, quand ça a été l'âge d'or de l'industrie d'arc, à ce moment-là, on a redemandé à Roy, là c'est celui qui a fait d'ailleurs de Saint-Ostrobert, qui a refait les trois, de rajouter 2 autres horloges pour que les ouvriers arrivent à l'heure de quel côté qu'ils habitent. Donc, alors, les collectionneurs de cartes postales, quand vous voyez des cartes postales avec une seule horloge, c'est une carte postale qui est plus vieille que la carte postale où il y a les 3 horloges. Hein. Donc ça, c'est ce qui concerne le clocher. Au milieu, malheureusement, très malheureusement, on avait un porche, un très très beau porche sculpté, et c'est l'abbé Felger qui, peut-être que le porche était en mauvais état, j'en sais rien, mais qui a supprimé ce porche. Et on a quelque chose avec juste des colonnes ioniques de chaque côté. On a une entrée qui correspond pas du tout au style de l'église extérieure, qui est du flamboyant, qui est du gothique flamboyant. C'est la dernière époque de gothique flamboyant. On va voir à l'intérieur qu'on a le jubé et tout qui est renaissant. On est déjà dans le renaissant, mais là c'est la dernière église qui est faite en flamboyant. Et on a une entrée qui correspond pas du tout à l'église. Sur la droite après, vous avez une chose qui est intéressante, c'est l'arc-boutant qui est très fin, très découpé, très joli, qui se termine sur la droite par un dauphin, que vous voyez là, de profil. On dit un dauphin parce que on a toujours parlé de dauphin, en réalité, je crois qu'il y a des dents si on s'approche un petit peu de près, donc c'est un demi-dauphin. Et puis, plus bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce rosace qui est fait en remplage, qui est très, très esthétique, caractérise ce bas de côté. Les sculptures d'ornement, hein, c'est-à-dire vous voyez les petits personnages, j'ai dit ça qui sont des sculptures d'ornement, et puis il y a les gargouilles, c'est pratique que les enfants sont pas là. Alors en ce qui concerne là, par exemple, je ne sais pas si on dit une gargouille ou un gargouille, juste en dessous. C'est des détails qu'on voit pas, ça, quand on passe d'habitude. Alors, dans les sculptures... De côté. Les marques. Ah, il y a un coup de canne. Voilà. Ah, ouais. Quand je vous ai dit que lors de la bataille d'Arc, il y avait des boulets qui avaient détruit le clocher, on a encore une marque ici. Donc on a vu, avec Franck tout à l'heure, on a vu les roues avec une certaine souplesse pour le vent et tout ça. Il se trouve qu'avec l'ambition dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de Saint-Vendry, il faut dire que, imaginez-vous que le vitrail, au départ, était prévu pour tout ce que vous voyez jusqu'à la courbe en haut. Et ils se sont aperçus que ça aurait été une folie, quoi, parce que là, au moindre souffle d'air, ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont réduit le vitrail là, intelligemment. Hein, bon. Mais même ce vitrail-là, qui est quand même grand, souffre du vent. Et c'est pour ça que vous voyez de chaque côté les barres en fer qui empêchent le vitrail de vibrer. Hein. Alors c'est pas très vieux parce que on le voit, les sculptures d'ornement étaient déjà faites. Hein. Donc ça, on a fait ça relativement récemment. Et puis, toi, tu pourrais nous en parler plus facilement. Il y a un renforcement de fer qui est fait au niveau des vitraux. Hein. Non, mais j'ai rarement vu. Enfin là, je sais pas à quelle époque ils sont intervenus par rapport au renforcement. C'est vraiment étonnant. Moi, j'ai jamais vu ce genre de choses assez uniques. Hein.
Alors, tout autour du chœur, vous allez voir à la base des archivoltes, hein, c'est-à-dire de la courbe en dessus des vitraux, il y a des petits anges. Hein. Alors là, ce sont des anges qui jouent de la musique. C'est un ange qui joue de la musique, donc on trouvera des petits anges qui jouent de la musique. On trouvera des anges avec des phylactères où il y avait des citations latines de marquées dans le temps. Et puis plus loin, on va voir des anges avec soit la toche, soit la crosse, qui indique bien que l'église dépendait de Saint-Vendré. On a un ange, ici on a un ange avec la toche, et puis l'autre, l'ange qui est à droite, et avec une crosse. Alors, et puis on va avoir également des anges avec des écus, c'est-à-dire qu'on va avoir le pouvoir spirituel qui est là, et avec les écus pour le pouvoir temporel. Hein. Donc on a les deux sortes d'anges comme ça. Et puis, ce que personnellement j'aime vraiment beaucoup, c'est les têtes comme cette tête-là, qui sont des petites figures d'ornement qui sont vraiment jolies quand on les détaille. Hein, on a l'impression d'un comédien très expressif. Très expressif. Oui, c'est vrai que... Alors, quand je vous disais que là c'était la 3e église qui a été faite, voilà des soubassements de la 2e église. Hein, on a refait le chœur comme ça alors qu'on avait l'église avant qui était comme ça. On le revoit à différents endroits. Alors là vous voyez toujours, il y a toujours à la base soit la base des vitraux, soit des archivotes. Là il y a toujours des petits anges un petit peu qui se baladent un petit peu partout. C'est les vitraux qui ont été refaits. Alors ça de l'intérieur, hein, parce que bon voilà. Mais cela, ça se voit bien. Hein. Il y a une grande partie des vitraux qui sont en gros de 1580 hein, pour l'église. Par contre ils ont presque tous été refaits en fin du 19e. On en parlera à l'intérieur parce qu'on s'en rend mieux compte. Ouais. Mais maintenant, ça doit répondre à des normes précises, c'est-à-dire que ça doit être restauré, mais c'est pas comme dans le temps où on essayait d'aller au plus près de la restauration pour pas que ça se voit. Maintenant, faut restaurer, mais qu'on sache que c'est une restauration, d'une part, et d'autre part, il faudrait pouvoir revenir en arrière si on s'est planté pendant la restauration. Alors, il y a une chose qui est en train de se préparer dans la restauration des vitraux, c'est de plaquer un deuxième vitrail vierge qu'on fait au fur et à mesure, ce qui fait que si c'est pas, qui compense l'autre comme il faut, ce qui fait que si c'est pas réussi, il suffit de retirer le vitrail qu'on a rajouté contre le vitrail existant. Donc là c'est intéressant ce côté-là, parce que l'église est vraiment très symétrique. Donc ce qu'on n'a pas vu de l'autre côté parce que c'est planqué par les bouts de bois pour le maintenir ou par les filets. On a exactement ça parce que cette partie-là avait été déjà restaurée il y a à peu près 100 ans. Donc elle est restée en très bon état. C'est la première qui a été au nord qui était la plus détruite, en mauvais état. Et ils l'ont refait. C'est la partie qu'ils ont refait en premier. Hein, donc vous voyez vraiment comment c'est Alors, ici vous aviez une chapelle ici, et la chapelle a été arrachée. Disparu. Il n'y a plus de chapelle là. La chapelle démarrait là, et puis voilà l'escalier qui était à l'intérieur de la chapelle. Et là, on a les débuts d'arches. Ici, on a le début d'arc aussi, qui faisait la chapelle. Hein, ouais, on voit ça partait vers là. Ça se voit. Ça c'est intéressant parce que ça on le voyait pas. Avant il y avait des arbres et tout ça. Et maintenant on voit mieux. On voit mieux ce côté-là. Voilà. En
vous voyez encore Oh, là ça on tient les bien. voit bien, les anges à la base des archivoltes. Regardez les anges. Ah, les anges sont très beaux. Ouais. J'essaierai de les filmer, entre de les filmer, entre. Il y a des choses construites à la même époque. Parfois, l'artiste allait d'une église à l'autre Ouais. et puis reposait. C'est pour ça, nous, on n'a aucune raison d'avoir en réalité des coquilles Saint-Jacques, on n'est pas sur le chemin. Mais c'est parce que c'est les artistes de Saint-Jacques qui venaient entre deux faire un truc ici. Et puis, le rapport qu'il y a avec la prise de Bastille du Paulet. C'est-à-dire que Talbot avait construit la Bastille du Paulet pour attaquer Dieppe. Ça a duré un certain temps. C'était face à la tour au crabe de l'autre côté. Et il n'était pas loin d'arriver quand le dauphin, qui sera le futur Louis XI, est venu. Il a réussi à remporter la Bastille du Paulet. Et c'était un 14 août, c'est-à-dire la veille de l'Ascension, c'est-à-dire la veille de la Vierge qui monte au ciel. Et comme remerciement après, il a donné une grande Vierge de dimension humaine en argent à Saint-Jacques. C'est une Vierge qui a été refondue par la suite et tout. Enfin, il y avait sur le pont de pierre qui reliait Dieppe au Paulet, il y avait également une Vierge. Et on a créé ce qu'on appelle les mitouris, qui étaient les fêtes de mi-août, et où dans l'église Saint-Jacques, il y avait un mécanisme qui faisait descendre des anges et qui allait chercher la Vierge et la remontait jusqu'au ciel. C'était les fêtes qui ont été après arrêtées plus tard parce que un roi trouvait que c'était un petit peu profane et tout, parce que autour de ça, c'était vraiment la fête, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un peu de clown, un peu tout comme on pouvait le faire pour se moquer, comme on fait encore actuellement avec le théâtre des deux ânes, on se moque encore de nos dirigeants. Bon, bah là, ça a toujours existé, quoi. Donc, ils ont trouvé que c'était pas bien de le mêler à une église et ils ont arrêté les fêtes de la nuit. Mais tout ça, et il s'est créé également à l'époque la confrérie de l'Assomption. Et on va voir à l'intérieur de l'église le premier grand maître qui était Charles Desmarais, le premier grand maître de la confrérie de l'Assomption. Tout ça suite à un petit peu à ce qui s'est passé ce 14 août là. Jacquet, parce que derrière là, c'est la porte qui monte par un escalier, un spirale en pierre jusqu'à la fenêtre. Ensuite, il y a un passage extérieur. Et après, c'est un escalier en bois. Et donc en haut, on a deux cloches qu'on a remis en état, qui ressonnent depuis à peu près 3 ans, ou tout ça. Il y a une cloche qui est de 1828 où rien n'est inscrit dessus. Par contre, on a une cloche de 1882 qui fait 1,5 tonnes. Une circonférence la plus grande circonférence de 3 mètres. Et dessus, il est indiqué Henriette Alexandrine Claire et le nom de Tassel, qui était le maire de l'époque, qui est inscrit sur la cloche. Une petite anecdote quand même, quand on a restauré ces cloches, elles ont été descendues. Et c'est une entreprise de Saint-Austrebert, c'est toujours les mêmes qui ont fait les horloges il y a quelques années, qui ont été choisis et qui ont été choisis pour une question de prix. Ça coûtait pas cher, et ça coûtait pas cher parce qu'ils ont pris une méthode de montagnard. Ils ont tout fait à la chaîne. Ils ont descendu, ils montaient à la chaîne. Ils n'ont pas fait d'échafaudage, ils montaient à la chaîne et ils ont descendu les cloches à la chaîne. Ici, sur ce côté-là, alors je vais vous le dire parce que c'est plus ou moins visible, c'est une pierre de Derasan. Alors Derasan, ça a été le gouverneur du château d'Arc qui avait le manoir d'Archel, donc il vivait plutôt au manoir d'Archel qui était beaucoup plus confortable. Et il est indiqué, on a notre habitant d'Archel, donc c'est indiqué sur la pierre. On y lit « À la mémoire de feu messire Alexandre de Rassan, chevalier, seigneur, vicomte d'Archel, gouverneur pour sa majesté des villes et châteaux d'Arc, âgé de 77 ans, qui mourut le 18e jour de juin 1688, priez Dieu pour le repos de son âme. »
Amen. Alors cette pierre-là, parce qu'au manoir d'Archel, il y avait une chapelle, il y avait la chapelle d'Archel, et elle se trouvait, cette pierre tombale se trouvait à la chapelle d'Archel. La chapelle a été détruite. Et à ce moment-là, Madame de Rézé, qui avait racheté le château d'Arques, pour pas qu'il soit encore en plus mauvais état qu'il ne l'était, a souhaité que Durasson, que la pierre tombale aille au château. Donc elle a été tant que le château était ouvert, la pierre tombale était dans le château, entre les deux entrées. Et puis, quand le château a été fermé, à ce moment-là, on a remis la pierre, donc elle a beaucoup voyagé, maintenant elle est à cet endroit-là. Alors sinon, on a ici les fonds baptismaux, qui à l'origine étaient de ce côté-là, ce qui était d'ailleurs plus logique, parce que là c'est une chapelle ouverte, alors que là, ça bouchait, l'entrée, si on avait la chapelle, ça bouche l'entrée, quoi. Donc les fonds baptismaux étaient par là, et là c'est des fonds baptismaux qui ont été faits, c'est pas très vieux, il y a 150 ans peut-être, quelque chose comme ça. Bon, juste un petit mot sur la grille. La grille, c'est M. Baudou, qui a été maire de Romilly, qui a donné cette grille. Alors quand on arrive, vous avez vu que pendant la Révolution, une grande partie du matériel en bois a été détruit. Donc quand on a réouvert l'église, il a fallu retrouver aussi bien des chaises, des stalles, etc. Donc on a repris un petit peu dans tout ce qui existait autour, c'est-à-dire qu'on en a repris la chapelle Villegeforte qui était à l'entrée d'Arc, à l'endroit où il y a la station essence à la pointe. Donc on avait la chapelle, ça s'appelle d'ailleurs place Villegeforte là. On a repris on a repris également à l'abbaye des Bernardines qui se trouve dans la rue Saint-Julien. La chaire vient de l'abbaye des Bernardines. Et au fur et à mesure, je vous indiquerai d'où viennent un petit peu ce qui a été repris pour pouvoir réouvrir l'église. Alors évidemment, on arrive à la pièce qui est, je dirais, la plus importante de l'église, qui est le jubé. Alors le jubé, qu'est-ce qu'un jubé? Avant on appelait ça un ambon, et où on trouve également des textes où c'est marqué pulpitre ou pipistre, et c'était une tribune où on lisait les évangiles, où on pouvait chanter même, on pouvait avoir tout un chœur qui chantait sur cette tribune-là. Et puis, comme les premières paroles qui étaient dites, c'était Jubé Domine Benedicere, daigne Seigneur bénir, les gens ont retenu que le mot Jubé qui commençait ces paroles-là, et les ambons l'ont appelé le Jubé. Voilà. Alors, une chose dont on ne peut pas se douter, c'est que le Jubé était entièrement fermé. C'est-à-dire les trois que vous voyez là étaient fermées. C'est-à-dire qu'au milieu, il y avait une porte. Il y a d'ailleurs les attaches de la porte qui sont visibles sur la pierre. Et de chaque côté, c'était du bois et qui avait été peint pour clore, parce que c'est une époque un petit peu après le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, où on voulait séparer complètement ce qui était messe et tout des simples paroissiens qui, à la limite, n'avaient pas accès à ces choses-là, donc on leur cachait. Alors il y avait des intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui avaient quand même le droit d'aller sur les côtés, et vous allez voir, il y a une astuce pour quand même que les gens participent à la messe tout en étant. Alors, il y a une autre chose qu'on peut dire d'ici, c'est justement cette fameuse nef que les gens qui n'avaient pas d'argent, les paroissiens, ont refait. Voilà la nef, avec ce qui est remarquable, vous voyez qu'il y a des culs de lampe qui s'alternent, un haut, un bas, un haut, un bas, et tout ça sur le milieu, et sur chaque côté des grands longerons, vous avez toutes les bases sont sculptées. Alors, ça fait à peu près de largeur, à peu près 8 mètres de largeur.
Là, c'était, parce que dès qu'ils ont commencé l'église, c'était un monsieur Boitou d'Auto qui avait fait ça, et c'est en gros de 1550, quoi. Alors, à gauche, vous voyez qu'il n'y a que 3 fenêtres parce que c'est au nord, alors qu'au sud, vous avez 6 fenêtres, ce qui n'est pas idiot. Et puis, quoi dire encore, beaucoup de feuilles d'artichaut, etc. en décoration. C'est ce qu'on a à dire. Là, on m'avait demandé ce que c'était que cette chose. C'est quand quand il y avait des processions, quoi, qui se faisaient très très souvent. On passait avec des arches en fleurs et tout. Et là, ça faisait partie de la procession. Et ça a été retrouvé dans le presbytère. Mais on le remarquera encore, c'est que cette différence d'argent qui a été donnée dans cette voûte-là, par rapport au chœur, c'est pas du tout la même chose. Il y en a qui étaient faits en pierre et tout, l'autre était fait simplement en bois. Ce qui donne un truc, d'ailleurs, le côté positif, c'est quand on rentre, on va de l'obscurité à la lumière, c'était symboliquement pas une mauvaise chose, mais a priori, c'était pas voulu au départ. Hein. Et puis, on n'a jamais pu arriver à assembler comme il faut. Et si vous regardez, par exemple, si vous mettez là, vous regardez toutes les colonnes, et vous verrez que la colonne où on arrive est complètement décalée, quoi. C'est-à-dire, on est complètement en décalage de la dernière colonne par rapport à toutes ces colonnes-là. Donc là, on l'appelle soit la chapelle Jeanne d'Arc, soit la chapelle des morts. C'était la chapelle Jeanne d'Arc au départ, et le curé, pendant la guerre, après la guerre 14-18, a voulu rendre hommage aux paroissiens qui étaient morts à la guerre, et donc a décidé de dédier cette chapelle aux morts de 14-18. Et finalement, on a été même plus avant, parce que quand il y a eu la deuxième guerre, parce que vous voyez les morts de 14-18, mais quand il y a eu la deuxième guerre, on s'est encore servi de cette chapelle des morts pour continuer à leur rendre hommage. Alors, cette chapelle-là, elle a été décorée par Médivet. Vous voyez le nom de Médivet là, en 1920. Et c'est lui qui a également dessiné les vitraux. Hein. Il a fait cette peinture, il a dessiné les vitraux. Et quand vous regardez bien les vitraux, ce qui se retrouve, moi je croyais que c'était vraiment tout à fait original, alors que ça se passe dans le coup. Que vous avez Jeanne d'Arc qui est mêlée avec les poilus 14-18 dans son armée. Hein. Donc on voit là les poilus, on voit Jeanne d'Arc, les poilus, on voit ici. Ils ont une lance. On voit ici un avion, il y a Jeanne d'Arc qui terrasse l'aigle qui représente l'Allemagne, qui fait un peu Saint-Michel, hein, c'est Jeanne d'Arc Saint-Michel qui tue le diable allemand. Vous avez le canon à gauche, le drapeau bleu-blanc-rouge, l'église en flammes, et puis on a un avion, là, dans les nuages, on amène un avion. Et pourquoi? Parce que l'époque n'a pas d'importance, on défend la terre de France. Chapelle Saint-Michel. Et on a ici Saint-Michel en romain, avec un casque romain, qui tue ce monstre avec le... alors là, on ne sait pas pourquoi. Si vous regardez là, il a la queue qui est nouée. C'est marqué toujours dans les descriptions quand on met un livre sur cette chapelle. Alors, remarquez justement, je vous parlais des coquilles Saint-Jacques, vous avez la console où vous voyez des coquilles Saint-Jacques, la console de ça. Alors, en gros, ça c'est le 17e, la Pietà qui est magnifique, qui va être restaurée bientôt, c'est du 17e également. Et le plus vieux, c'est du 16e, c'est le Saint-Roch. Le Saint-Roch agenouillé avec sa petite jupe tuyautée, la forêt, les moutons, le chien. Donc vous avez le Saint-Roch ici. Alors, ce qui est amusant, alors c'est une petite parenthèse, c'est que quand les artistes font un personnage historique, ils le font vraiment tel qu'il avait fait l'histoire. Par contre, ils lui remettent les vêtements de l'époque où eux, ils sont. Donc on a parfois, comme ça, la différence entre l'époque de l'artiste et ce qu'il a voulu représenter. Alors on a le tableau qui est
la résurrection du Christ. Alors, ce tableau a été, d'ailleurs tout l'ensemble a été restauré il y a 3 ans. La chapelle qui est en face également. Hein. Donc c'est pour vous dire que tout est fait au fur et à mesure, que ça nous permet de garder l'église vraiment sainement, quoi. Alors ce tableau-là, c'est une copie. Et la copie, on la voit facilement parce que à notre époque, si on décalque, ou si on copie une œuvre, on est redevable, etc. L'artiste n'est pas content. À l'époque, plus on copiait une œuvre, plus l'artiste était content, puisque ça voulait dire que son œuvre était quand même bien faite. Et donc ça, c'est une copie qui a été faite, et elle a été faite à ce qu'on appelle les copies à la glace, parce que si vous regardez les verriers, ils sont gauchers, quoi, là. C'est le chapeau, parce que moi je suis gaucher, alors c'est interpellé. Donc c'est une copie, ce qu'on appelle une copie à la glace. Hein. Alors quand vous allez sortir de cette chapelle-là, vous regarderez en haut et vous verrez que sur la voûte, vous avez des traces. Ce sont les traces de cordes qu'il y avait pour sonner les cloches quand le clocher se trouvait de ce côté-là. Oui, c'est d'accord. Alors, vous avez l'escalier qui monte ici, qui monte au jubé. Et je vous disais tout à l'heure que le jubé avait une manière un petit peu de voir malgré tout. Alors vous le voyez il y a des petits piliers qui sont, non seulement il y a des petits piliers qui permettent de voir, mais pour qu'on puisse voir vraiment dans l'axe. Il y a des fentes. Vous avez des fentes qu'on voit c'est fou. Ça s'appelle des agioscopes. Ouais. Les agioscopes, on parle toute la langue, on sait toujours voir. N'importe quoi. Et voilà. Mets-toi de toi. Je mets au milieu, Michel. Ouais, voilà notre nouveau curé. Alors, si vous voulez voir notre nouveau curé, regardez dans Nouveau curé qui est arrivé aujourd'hui. C'est rare dans une église, c'est d'avoir quand même un petit portrait de roi. C'est bien sûr notre Henri IV. Et Louis XIII, son fils, a voulu rendre hommage donc à son père en mettant une statue de marbre. Il avait fait mettre également une plaque dessous, donc commémorant cette bataille du 21 septembre 1589. À la Révolution, bien entendu, et l'Église et le roi, donc ils ont cassé tout, et c'est l'abbé Cochet, donc la petite plaque rouge qui l'indique, c'est l'abbé Cochet qui a fait remettre un buste, mais alors ce coup-là, il est en plâtre, hein, bon, il a fait remettre un buste d'Henri IV en plâtre, et on a retrouvé cette plaque-là, mais en morceaux, on l'a retrouvée dans une des maisons d'art, comme ça. Donc ça a servi de modèle pour refaire également l'équivalent qu'on a remis sous Alors pourquoi à cet endroit-là en même temps? Ça a quand même un sens. C'est le lendemain de la bataille d'Arc. Le roi a voulu rendre hommage à Dieu. Mais évidemment, lui, il était protestant. C'était là qu'est venu tout le malheur. Enfin, et il y avait l'abbé Bras de Fer. J'invente pas le nom. Il y avait eu 2 bras de fer à la suite. Il y avait l'abbé Bras de Fer qui n'a pas voulu que le roi et ceux qui l'accompagnaient aillent dans le cœur parce qu'il était protestant. Donc le roi est resté ici. Et ce jour-là, c'est à ceux qui ont chanté le plus fort pour embêter l'autre. Alors ici, on a tout un panneau de bois des plus intéressants. Alors, tout au bout, c'est Saint-Nicolas. Donc c'est la légende de Saint-Nicolas avec les 3 enfants dans le sol. Donc vous avez tout au bout, c'est Saint-Nicolas, d'où le nom de la chapelle Saint-Nicolas. Et puis par contre, ici, vous avez un magistrat. Voilà. Qui semblerait vouloir dire que
les magistrats du bailliage, comme c'était le bailliage où il y avait le magistrat, ont payé en grande partie cette partie en bois. Alors là, vous avez, bon ben, je ne parle pas des vitraux simples qui ont été remis pour après, mais on a vraiment des vitraux de 2550, où a priori, avec les petits anges que vous voyez, et là, on a ce qu'on suppose miraculeuse de Saint-Grégoire, c'est-à-dire que Saint-Grégoire faisait la messe, et puis il y a eu des doutes dans l'assemblée, Jésus est arrivé pour montrer qu'il était bien présent. Ça, c'est en gros la messe miraculeuse de Saint-Grégoire. Là, on a une statue. On a une petite statue en albâtre à laquelle il est arrivé des malheurs, c'est-à-dire que cette statue avait disparu il n'y a pas dans les années 50 et on l'a retrouvée dans les bagages d'un couple anglais. Et donc il y avait en gros l'Esprit Saint, le Christ sur la croix, et normalement il y avait une colombe, mais entre-temps la colombe s'est envolée. On n'a jamais retrouvé la colombe. Si, donc là vous avez, pour les révisions, vous avez les 4 évangélistes, hein, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire l'homme, le lion, le bœuf et l'aigle. Ça c'est pour la révision. À signaler encore ici, on en verra une encore plus jolie, mais la piscine, hein, ce qu'on appelle une piscine, la piscine qui est assez fine. Hein. D'abord, on est dans le cœur. Il n'a pas les mêmes faces. Hein. Ce côté-là serait plutôt une partie grecque. Donc, c'est l'autre face du jubé. Alors, je ne vous ai pas dit quand il y a eu l'angle. Il y a eu une discussion énorme, ça a été, je dirais, nationale. Est-ce qu'il faut mettre l'orgue sur le jubé? Parce que, bon, dans les églises, souvent l'orgue il est à l'entrée, sur le porche. Mais est-ce qu'il fallait mettre l'orgue sur le jubé? Est-ce que le jubé va être assez costaud pour supporter l'orgue? Est-ce que l'orgue ne va pas cacher les vitraux? Donc, ça a séparé quand même Arc en deux. Le cas, c'est que c'est ceux qui défendaient l'orgue qui ont gagné. Hein. C'était Giroud qui a été le facteur d'orgue. Et il est lancé, donc je dirais qu'il bouge la verrière, mais il fait partie maintenant. C'est une chose qui est quand même remarquable, c'est que je crois qu'il était là en 89, je crois, Giroud a fait l'orgue, il me semble que c'est... Non, oui, 89. 98, 90. Ah, plus tard que ça. Mais disons qu'en peu de temps, disons une vingtaine d'années, hein, disons en gros, en une vingtaine d'années, quand on a des photos de l'intérieur d'Arc et de l'église d'Arc, on n'imagine pas l'intérieur d'Arc sans l'orgue maintenant. Il est rentré complètement dans le courant, quoi. Hein? Ouais. Alors il a, en dehors du fait que le jubé a tenu le coup, jusqu'à présent, il a un avantage par rapport au Parisot de Saint-Rémy ou des choses comme ça, c'est qu'il a les deux faces ouvertes. C'est-à-dire qu'on a une sonorité qui est différente des orgues dont une partie est révélée tout de suite par le mur et tout ça. Donc ça nous donne quand même un orgue caractéristique à Arc-la-Bataille. Et il y en a encore deux autres stalles, là j'ai les documents à ce niveau-là, qui sont à Langeais. Et Langeais nous avait acheté, pourquoi on leur a vendu, les deux stalles beaucoup plus jolies que ça encore, qui sont partis là-bas. Peut-être un jour on fera une proposition pour leur racheter, parce que c'est marqué là-bas, dans le château, c'est marqué stalle d'Arc-la-Bataille, quoi. Hein, alors, en se rapprochant de tout ça, là vous avez un graphique qui représente un personnage en talon avec une barbe.
ce qui est remarquable, c'est le travail qui a été fait au plafond. Le plus important, c'est celui en haut. Et vous avez la date de 1610. Ah oui, sur une des... L'ensemble des croisés. Ouais, ouais. Vous avez 1610. D'accord. Chose qu'il y a, le cul blanc qu'il y a juste après, ce sont des petits anges en train de faire pipi. Ah bon. Il vaut mieux rester là. Ah putain. Passez pas dessous. Toute cette partie-là du fond, c'est avec le jubé, c'est la chose la plus remarquable de l'église. Ouais, c'est beau. C'est-à-dire vous avez des portes d'origine avec le style ciboire que vous pouvez regarder. Vous avez même des diables sur les portes. Et puis de chaque côté, sur les portes, vous avez les instruments de la passion avec les anges et tout, qui sont un travail extrêmement fin. Tout comme les consoles en dessous de Sainte-Clotilde, donc il manque l'église sur les genoux, mais vous avez Sainte-Clotilde là, et vous avez une console qui est remarquable dessous. Et puis après, en détail, là c'est sympa. Ah là-bas, il en manque un petit. Et ce que vous regardez en détail, ce sont ces petites colonnettes-là. Et là, vous avez 6 colonnettes avec un travail qui est réellement un travail d'ivoirier. Et vous avez ici le baiser de Judas, là le jugement, ensuite on a la flagellation. Détaillez-les, allez voir de près pour les détailler. Vous avez le transculate qui se lave les mains, vous avez la crucifixion, et puis vous avez Saint Thomas qui reconnaît le Christ. Qui a plus de tête. Enfin, il manque la tête. Hein. Regardez bien près, et c'est vraiment partie des merveilles de l'Église. C'est sûr. Et ça va avec les tympans semi-circulaires, c'est au milieu du vitrail, et dans le bas, il y a un chat. Ce qui n'est pas courant quand même dans les vitraux. Donc vous avez un chat avec une boîte à couture, regardez là, les fleurs, et vous avez le chat, vous avez pas la cour, peut-être le corps du chat. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Dans le milieu, celui de gauche des trois là. Oui. Dans celui de gauche, vous avez au milieu, presque en bas, un chat. Ah oui. La troisième rangée du bas. Et puis ce qui est très joli, mais elle n'est pas mise en valeur, Notre-Dame, là vous avez Notre-Dame avec la main sur son cœur, qui a une expression qui est vraiment... Voilà. Alors comment ça va? C'est mieux hein? Alors au milieu c'est isolé par deux rassemblements, dont on a vu la pierre tombale tout à l'heure. Au milieu c'est l'arbre de Jessé qui a été donné par deux rassemblements. Et après, de ce côté-là, là je vous ai dit qu'il y avait un chat. Donc maintenant, il faut me dire ce qu'il y a de ce côté à droite, le vitrail de droite. Ah. Bon, c'est vrai que celui de droite, on l'oublie celui-là. On n'y pense pas. C'est un peu poussiéreux. Celui de droite, là, celui complètement à droite, oui. C'est très poussiéreux. On voit pas. On voit très très mal. Alors, je vais vous simplifier, vous verrez rien. Parce que c'est un mélange c'est une récupération, c'est ce qu'on appelle une salade. Voilà. C'est-à-dire c'est une récupération de morceaux de vitraux qu'on remet pour avoir quand même une impression de vitrail. Voilà. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait la tête et puis il y avait en dessous. Ouais, c'est un mélange. Hein. Plus c'est un peu sombre. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu sale. Ouais, c'est ça. C'est C'est un peu. C'est un peu satrier. C'est Diclon. Diclon. Bah, si ça te dérange. On donne ce qu'on veut. Hein. Si vous voulez être...
Le chien, il a fait ça en gros en 1700 par là, quoi. Hein, c'est dans ces trucs-là. C'est en 1750. C'est ce qui est marqué sur ce qui était marqué sur l'horloge quand on l'a descendu. Hein. Marquer plus l'heure. Ah, si, peut-être, hein, parce que c'était un mécanisme d'un mètre ou je ne sais plus combien. Hein, c'était un truc énorme. Hein. Ça, c'est pour la cloche à faire sonner, ça. Voilà. Ça s'appelle Quasimodo, c'est pas mal, non? Il a trouvé le nom. C'est la salle de rocker, ça. Étole pastorale, vert, violet, radeur, noir, blanc, Monsieur le curé qui se regarde. blanc, rouge et voile. Voile minérale. Et le vin de Metz, où est-il? C'est sûr qu'il est au milieu, là, non? Ah, il y a des chances. Le vin est là. Il n'a plus beaucoup. Ah, il n'y en a plus. Bon. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il est là. Non, il n'y en a pas pour tout le monde, c'est sûr. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ah, le manuel. Ah, il connaît les trucs, hein. Il est là tous les jours, donc il vient tous les jours. Il ouvre Moi, les je portes. viens de m'après-midi. Il ouvre les portes, il ferme Mardi. les portes tous les jours. D'accord. Et mardi. Donc, ce qui est caractéristique dans de trois choses dans cette chapelle, là, c'est insister sur le vitrail là, c'est le fameux vitrail qui a été restauré donc l'année dernière. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'artiste n'a pas voulu refaire des bleus nets et tout ça. Il a refait comme un bleu vieilli avec un peu au pochoir ou des trucs comme ça. Donc on a tout ce vitrail qui a été restauré. Alors où c'était quand même important, c'est que c'était une restauration obligatoire, parce que là il tombait. C'était pas seulement le vitrail, c'était Tout. en gros les meneaux qui tiennent, c'était tout. Donc là le vitrail c'était foutu, on pouvait avoir quelque chose vraiment de gravissime là. Et le résultat est intéressant. Alors, à voir après ici, c'est évidemment le bois, donc on en parle beaucoup. Alors, il n'y a pas longtemps, ici, quand on lit l'abbé Cochet, ou des choses comme vous Ferré, ou des choses comme ça, on nous dit Rodin, ton ami sculpta. Et les dernières recherches indiquent que c'est Monin, bon ami, et ce personnage-là a été prévôt de la confrérie de l'Assomption. Donc il serait beaucoup plus logique que Rodin, ton ami. C'est des trucs parce que quand on lit des choses comme ça dans les livres d'histoire, parfois l'abbé Cochet n'a pas été voir lui-même sur place ce dont il parlait. Il avait des gens qui lui disaient que. Et puis après, quand on refait l'histoire, on reprend ce qu'a dit l'abbé Cochet et on continue. Et c'est comme ça qu'on peut donner des fausses informations parce qu'on se contente de recopier ce qui a été dit, quoi. L'idéal, c'est de recouper différents textes pour trouver la vérité. Alors, c'est un petit peu comme... Il faut dire que l'historien, c'était les curés, quoi, avant, quoi. Et... bon, par exemple, quand ils nous parlent quand ils disent que l'Église a été détruite pratiquement à la Révolution, c'est une parole de curé. Est-ce qu'elle est objective? Si elle était objective, on n'aurait pas toutes les entrées comme celle-ci vous avez là, où c'est marqué 1610 ou 1616. Si ça avait été détruit, ils auraient commencé par détruire toutes ces choses-là. Donc il faut remettre un petit peu les choses. Il y a un écrit que les gens ne lisent pas assez quand ils font l'histoire de Dieppe, c'est le Daval, qui nous donne déjà une version protestante, déjà pas la même que la version catholique d'Asselin. Donc il faut un petit peu recouper un peu toutes les lectures pour rééquilibrer. Normalement, on a différents blasons avec une coloration, tous ceux qui ont marqué l'arc de la bataille, des blasons qui étaient colorés normalement. Et puis on a ici une console où c'est le Christ qui revient dans le jardin, et Marie-Madeleine veut s'en approcher, et le Christ lui demande de ne pas le faire. Hein. Donc vous avez le Christ qui a sa bêche à la main, et de son autre main qui repousse Marie-Madeleine. Ici vous avez pratiquement le plus beau graffiti de l'église d'Arc, où il y a tout, il y a trois éléments. Vous avez l'église, le château et le bateau, du fait que
à l'origine, la mer remontait jusqu'à Arques. Dieppe n'existait plus. Donc vous avez ça qui le montre bien. Ce graffiti-là est un des plus importants de l'église. Oh, c'est moi qui l'ai fait il y a 50 ans. Important de... Si vous regardez bien, c'est une sorte de soldat qui donne un coup de pied aux fesses de la dame, de la sainte, on ne sait pas trop. Regardez bien comment ça se passe. Alors, une des suppositions, parce que à côté, il y avait la chapelle Sainte-Barbe, avant que ça soit chapelle Villefort, que ça soit Sainte-Barbe. Alors Sainte-Barbe, pour vous rappeler, c'est-à-dire que lui aurait dans ses mains qui sont cassés les fers qui coupent les seins de la Sainte-Barbe. Hein, c'est ça le Sainte-Barbe. Donc on pourrait penser que c'est ça, mais c'est une des suppositions. Hein, qu'on a récupéré donc de la chapelle Villefort qui était à l'entrée d'Arc. C'était la fille d'un roi du Portugal, qui était une fille qui était très très belle, et elle avait fait vœu de chasteté. Donc elle priait Dieu en permanence pour qu'il fasse quelque chose, parce qu'elle avait beaucoup de soupirants, et son père voulait bien sûr la marier. Et un matin, elle s'est réveillée, Dieu avait exaucé ses vœux du fait qu'elle avait une grande barbe. Et donc, son père, mécontent de ça, l'a fait crucifier. Donc, 5 villes de fond, vous voyez sa barbe. Et on a eu il y avait la chapelle à l'entrée d'Arc, et la chapelle était déjà détruite, il n'y avait plus de carreaux et tout ça, mais des gens continuaient de jeter les pièces, parce que la devise était vivre ou mourir, c'est-à-dire surtout de ne pas souffrir. C'est-à-dire si on avait un enfant qu'on ne pouvait pas guérir, on priait pour qu'il meure. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'était Villefort. Sur la droite, on a une fontaine, alors c'est la plus belle, la même édition, on va retrouver des dessins de Victor Hugo de cette piscine là, et du style tout à fait Philibert Delorme, et on ne sait pas quel est le personnage qu'il a voulu représenter là-haut. Une discussion, peut-être François Ier, peut-être Philibert Delorme lui-même, peut-être un donateur, donc la question reste posée. Et ce que vous voyez là, c'est la date 1544. Hein, c'est quand même une question de 1544. Alors, une autre chose obscure de l'Église, c'est ça. Ouais, ça. Qui m'a ici fait appeler les paradis pour reposer. Et on voit plus très bien, mais c'est une femme accolée à un lion avec une étoile dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, on a cherché. On a retrouvé effectivement une dame collée, qui correspondra à peu près à cette époque. Alors, il s'agit certainement de jeux de mots, hein, parce que je ne sais plus le nom exact que ça a, mais on jouait un peu sur les mots. Par exemple, quand on avait plein d'hôtels qui s'appelaient au Lion d'Or, bon, au Lion d'Or, pourquoi le Lion d'Or? Parce qu'au lit, on dort. Bon. Donc, on jouait beaucoup sur ces choses-là, et là, il est possible que ça soit pareil, je suis accolé. Bon, a priori, ça ne devrait pas être un truc très gentil pour son mari. C'est tout ce qu'on en a sorti. Là, vous avez un Christ prisonnier, donc avant d'être crucifié, donc a les mains liées. Hein. Donc ça a été restauré également. Hein. C'est un Christ qui a été restauré il y a longtemps. Et puis, sur la gauche, vous avez l'archer Mortepaille. Ah, le château aussi. Alors qu'est-ce que c'était que l'archer Mortepaille? Il s'est trouvé plus tard, à la fin de sa vie, trésorier de la fabrique, hein, c'est comme ça qu'on appelle l'église. Donc il a été trésorier ici, ce qui expliquerait également qu'il soit en pierre tombale dans l'église. Et un chevalier Mortepaille, c'est un archer Mortepaille, c'est un soldat qui n'allait pas à la guerre, qui se contentait de garder le château, des choses comme ça, qui ne voyageait pas, quoi. Donc Mortepaille à cause de ça, enfin c'est ce que ça veut dire. Hein. Et puis on a les 3 tableaux là, qui sont les 3 tableaux dernièrement restaurés.
Donc ça va faire un ensemble, il y en aura d'autres après qui viendront. Le prochain tableau restauré, c'est celui qu'on avait en dessus des fonds baptismaux, qui va partir d'ici 15 jours pour être restauré et qui retrouvera sa même place. Hein. Mais là, quand on retrouvera d'autres au fur et à mesure, on aura comme une galerie de peinture ici. L'auteur c'est Drouet, hein, l'auteur de la Vierge ici, c'est Drouet, donc qui aurait copié un ancien tableau, et le tableau qui va être restauré le prochain, donc en dessous des fonds baptismaux, et c'est également de Drouet. Donc c'est pas une peinture très vieille, hein, mais le plus important, le plus caractéristique, c'est cette pierre qu'on a là. Et ça, c'est l'abbé bras de fer. Et on voit, il y a la place dans une autre type de pierre. Il y a la place de la tête, et puis des épaules, des pieds. Et là, ce sont les mains qui prient. Alors, ces pierres-là, en réalité, étaient recouvertes par un métal qui est parti. Hein. Mais la pierre elle-même tranche, mais en plus, il y a un métal qui recouvre. Donc moi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'église. En repartant, vous regardez le calvaire. Alors, vous avez peut-être vu le nom de Bédiou plusieurs fois. Le premier Bédiou, c'est le calvaire qui se trouvait quand j'ai commencé à parler dans le cimetière, hein, du fait que c'était le calvaire du cimetière. Il y en avait deux calvaires. Il y en a un qui a été mis place des Halles, qui est le place de la mairie actuelle, et l'autre est resté ici. Et ce Jean Bédiou était un ivoirier de Dieufoy, hein, du XVIIe. Ensuite, il y a eu Antoine Bédiou, à qui on qualifiait le personnage d'auteur de l'Église, mais avec ses dates de naissance et de mort, ça ne peut pas être tout à fait vrai. Donc, il a participé à l'Église, mais il a peut-être fini le chœur et tout ça, mais il n'a pas fait l'Église. Mais ça, c'est Antoine Bédiou. Et puis on avait Nicolas Bédiou, et on avait Antoine Bédiou. Antoine Bédiou a été le curé de l'hôpital Saint-Julien. On a la rue Saint-Julien. Avant on avait la rue Saint-Julien le bas, Saint-Julien le haut, parce qu'il y avait l'hôpital Saint-Julien à peu près où tu habites, hein, ou disons l'église, de l'église, où est l'école, il y avait à peu près à cet endroit-là. On a un dessin. En fonction où ça se trouve par rapport au château, on le situe à peu près là, quoi. Hein. Si on fait des fouilles, si un jour on casse ta maison, c'est parce qu'on cherchera un petit peu les restes. Donc là, il était curé de ça, et il était curé en même temps d'une des chapelles qu'il y avait au château. Au château, il y avait deux chapelles. Il y en avait une dans le donjon pour le seigneur, et il y en avait une pour les soldats. Donc il y avait une chapelle Ostrobert, et donc il était curé de ces deux chapelles. C'est pour ça qu'on a trois Bédiou différents. Alors, quand vous allez voir ce calvaire de Jean Bédiou, vous verrez que d'un côté il y a le Christ, et de l'autre côté il y a la Vierge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une Vierge sur l'église, et on a l'impression que c'est un miroir entre les deux. C'est-à-dire que la Vierge, elle tient son enfant Jésus d'un côté, et l'autre, elle tient l'enfant Jésus de l'autre côté. Et donc, elles se font face comme dans une glace. Et donc, on a en gros le calvaire qui est le miroir de l'église. Voilà.